Bienvenue à tous, je rappelle que nous sommes en direct jusqu'à 22 h et je rappelle aussi la question du sondage de ce soir, UEFA Champions League, qui remportera le duel Manchester United, Paris et Saint-Germain. Ça se passe sur la page Facebook de la 3. Nous ne prenons plus de pronostics parce qu'il est 21h02 plus précisément. Eh bien, il est temps de recevoir celui-là même qui a accepté l'invitation de la grande team pour ce soir. C'est un homme de médias qui sera donc sur le plateau de la grande team. Nous recevons le journaliste Alphonse Camara, président de l'association des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire. Réjo, vous avez envie de... Ouais. On y va. Voilà. Ouais, c'est notre président quand même. Donc, voilà. Bonsoir président. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous aussi. Comment allez-vous? Ça va bien. Réjo, vous êtes à côté du président? Ouais, je suis à côté de mon président. Après, je lui dirai des choses. Ah, pourquoi après? Non, pas Faites-le ici. maintenant. Pas ici, non. J'ai plus rien. Bon, c'est un honneur de le recevoir en tout cas sur notre plateau. Voilà, Merci. j'espère Merci. apprendre énormément sur l'organisation de l'Union des journalistes. Alors, président, vous êtes le président de l'association des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire. Pourquoi une association de journalistes sportifs? Bien, une association de journalistes sportifs, d'abord pour se connaître au sein de la corporation, s'organiser pour pouvoir parler d'une même voix afin de faire face aux problèmes que nous rencontrons sur le terrain et puis aussi entreprendre certaines choses ensemble. Alors, l'AJSCI est la deuxième association de journalistes sportifs après l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire. La plupart des membres fondateurs étaient membres de l'UNEPCI. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au sein de l'UNEPCI pour que nous ayons aujourd'hui deux structures? C'est vrai que nous étions tous à l'UNEPCI, mais il faut savoir aussi que la liberté d'association permet de constituer, de s'adhérer et aussi de refuser d'adhérer à une association. À partir de ce moment, je pense que la création de l'AJSCI ne souffre d'aucune ambiguïté et raison pour laquelle nous sommes partis et aujourd'hui nous avançons comme nous pouvons, et je pense que ce n'était pas une mauvaise décision. Je dis, président, c'est vrai, la liberté d'association est reconnue dans notre pays. Créer une nouvelle association, c'est une bonne chose, mais partir d'une ancienne pour créer une nouvelle, à partir de ce moment-là, la donne n'est pas la même. Ça voudrait dire qu'il y a des points de désaccord, ça voudrait dire qu'il y a des points de divergence, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et nous, on a envie de comprendre succinctement qu'est-ce qui a provoqué ce divorce-là, votre départ pour aller créer une autre association? Alors, je dirais que je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé, mais à partir du moment où vous évoluez dans une organisation et que vous ne regardez plus dans la même direction, vous ne partagez pas les mêmes avis, eh bien, ça ne sert à rien de rester ensemble et puis ne pas se comprendre, ne pas pouvoir aller dans la même direction. Donc, c'est ce qui explique pourquoi nous sommes partis. Et je pense que nous n'avons pas eu tort de partir parce qu'aujourd'hui, la JSCI est en train de revenir. Mais je voudrais signaler qu'il n'y a pas d'animosité entre la JSCI et l'UNEPCI. Il n'y a pas d'animosité. Nous sommes tous des amis, nous nous rencontrons sur les lieux de reportage, en mission, partout. Et même hors de nos rédactions, nous faisons beaucoup de choses ensemble. Donc, il n'y a pas d'animosité. Et je voudrais aussi dire que, pour vous expliquer qu'il n'y a pas d'animosité, la JSCI organise un atelier de formation le vendredi 4 décembre à l'INJS. Cet atelier de formation a pour thème le journaliste sportif face aux défis de la médecine du sport. C'est un thème que nous n'avons pas l'habitude d'aborder. Et donc, nous avons décidé de proposer ce thème-là pour nous permettre d'apprendre un certain nombre de choses. Et cet atelier est placé sous le parrainage
du président du comité national olympique, le général Lassana Palanfo, qui a accepté de nous accompagner parce que c'est un monument du sport en Côte d'Ivoire. Et voilà. Henri Jo, le score n'a pas bougé. Oui, mais on constate que Marcus Rashford, quand même, se sent à l'aise face à cette équipe de Paris Saint-Germain. On se rappelle, lors des huitièmes de finale, c'est lui qui marque le dernier pénalty qui qualifie Manchester United. Lors de la phase aller, au niveau de la phase de poule, c'est lui qui a crucifié cette équipe de Paris Saint-Germain. Et encore une fois, il est en train de prouver, il est en train d'acculer cette équipe de Paris. Donc on dira que Rashford, il aime très bien le Paris Saint-Germain. Attention à Paris qui joue quand même sa survie dans cette compétition sur cette rencontre. Absolument. Donc Paris doit absolument tout donner. Nous sommes avec Alphonse Camara, président de l'association des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire. Roger, Stéphane, vous avez une question. Alors, président, deux associations, UNEPSI et puis AGSCI. Vous dites tout va bien, travaillez de concert, beaucoup de respect de part et d'autre. Mais je dis, de façon générale, comment est-ce que vous percevez le niveau de la presse sportive ivoirienne en termes de professionnalisme, en termes de traitement de l'information, l'objectivité, le respect des faits? De façon générale, quel est votre regard sur la presse sportive en Côte d'Ivoire? Je pense que de 90, 91 jusqu'à maintenant, la presse sportive en Côte d'Ivoire a évolué. Aujourd'hui, sur ce plateau, je vois beaucoup de jeunes qui... Je vous vois. Voilà, c'est la preuve qu'il y a de la bonne graine. C'est la preuve qu'il y a des jeunes qui ont du talent et qui excellent dans ce métier-là. On le voit aussi au niveau de la presse écrite, dans les écrits. Quand vous prenez, je n'ai pas envie de faire de publicité, mais il y a des journaux spécialisés qui sont là, des journaux de sport, et qui donnent la preuve qu'il y a un travail qui a été fait, il y a du chemin qui a été fait, et qu'il faut compter avec cette presse sportive qui arrive aussi à dire son mot, à apporter sa contribution dans le développement du sport en Côte d'Ivoire. Et voilà, il faut compter avec cette presse. Je pose la question à dessein, parce que par moments, on sent beaucoup de passion dans la presse sportive ivoirienne, notamment autour des sélections nationales, notamment les éléphants de Côte d'Ivoire, mais surtout dans des prises de position sur certains faits d'actualité, notamment l'élection à la Fédération ivoirienne de football. On a senti par moments dans la presse une sorte de bataille rangée à travers des clans et représentée par des journalistes. Est-ce que vous avez le même sentiment que moi? Et si oui, est-ce que c'est normal de procéder ainsi quand on est journaliste? Bon, je pense que le journaliste, c'est avant tout un être humain, donc il a ses sentiments et il est libre de prendre position pour quelqu'un. Mais à partir du moment où il porte sa veste de journaliste et qu'il est dans sa rédaction, il est sur le terrain ou bien sur le plateau, il doit savoir faire la part des choses. Il doit, en ce moment-là, respecter les règles du métier. Et malheureusement, on constate qu'il y a trop de passions qui font que par moments, on oublie et on se laisse aller. Alors, Président, vous avez évoqué tout à l'heure, je dirais, les deux associations. Vous parliez de l'entente entre ces deux associations, l'AJCI et l'UNEPSI. Est-ce qu'à des moments, vous avez pensé à une réunification des deux structures? Bien sûr, bien sûr. Si je remonte à quelques années en arrière, l'AIPS Afrique nous a appelés à aller dans ce sens. Le représentant de l'AIPS Afrique est même arrivé à Abidjan ici. Nous avons tenu une réunion à la Maison de la Presse, réunion au cours de laquelle on a vraiment fait le tour de la question. Et il était convenu qu'on se retrouve pour pouvoir faire cette fusion. Bon, malheureusement, ça traîne encore. Et qu'est-ce qui coince? Ça traîne. Nous, de notre côté, nous sommes ouverts, nous sommes disposés à aller à la fusion. Et de l'autre côté aussi, je pense que ils ne sont pas opposés à cela. Il faut dire que ça viendra avec le déclic. Oui, Président, c'est un problème de partage de poste. Non, ce n'est pas un problème de partage de poste. Alors, Président, l'avènement de l'AJSCI a-t-il contribué aujourd'hui à améliorer les conditions de travail de l'association que vous dirigez? Je pense que l'avènement de l'AJSCI
je ne vois pas les choses de cette manière parce que nous nous sommes organisés pour mieux mener nos actions dans le cadre du développement du sport, nos actions pour notre formation, parce que on a besoin d'être formé. Ouais. Tout à l'heure, Stéphane parlait de ça. On a besoin d'être formé. Et pour être formé, il n'y a pas mieux que nous-mêmes pour mener des actions. Nous avons compris cela, raison pour laquelle il y a cette formation que nous allons faire vendredi et à laquelle l'UNEPSI est invité, des membres de l'UNEPSI seront présents à cette formation. Jean-Philippe Auriat, on sent que le Paris Saint-Germain ne réussit plus à résister à cette équipe anglaise. Il faut peut-être ce petit but pour que... Pour l'instant, il se comporte comme le roseau. Il plie, mais il ne rompt pas. Donc, je pense que pour eux, aujourd'hui, la défaite serait pratiquement synonyme d'élimination. Pratiquement, parce qu'on va rentrer dans les calculs improbables. Et il ne faudrait surtout pas sortir d'Old Trafford avec cette défaite. Je pense qu'ils sont en pleine souffrance, puisque Manchester a pris le pouls de son adversaire. Et Manchester veut composter, je dirais, pratiquement son ticket aujourd'hui en cas de victoire. Mais surtout, le comportement de Edinson Cavani, quand même, qui commence à trouver ses marques véritablement dans cette équipe de United. Il est allé tout doucement sur la dernière journée du championnat. Je crois que United était mené 2-0. Ouais. Il a fait la différence. Là, il est en train de faire un gros match face à l'équipe du Paris Saint-Germain, son ancienne équipe, dont il est le meilleur buteur d'ailleurs. Et bon, on est content pour lui, Edinson Cavani, un vrai guerrier, et qui suit la Ligue des Champions en train de montrer l'étendue de son potentiel. Bon, est-ce qu'il va réussir à scorer et battre Paris? On n'en est pas encore là, mais dans tous les cas, quand on entend Wallo Ballo, on sent que Edinson Cavani a vraiment retrouvé toutes ses sensations de buteur dans cette compétition. En tout cas, s'il fait ce que vous êtes en train de dire, ça sera une petite revanche. Il sera un traître. Pour ne pas être un oiseau de mauvaise augure, il va falloir faire très attention pour cette équipe de United, parce que quand vous avez les occasions et que vous ne réussissez pas à marquer derrière une contre-attaque ou bien une action anodine, peut être fatale pour cette équipe de United. Donc, il faut faire très attention. Et on annonce une mauvaise nouvelle, Marquinhos qui s'est blessé à l'œil. Président, est-ce que comment vous voyez cette affiche? Paris Saint-Germain, Manchester United? C'était sur le papier, c'est une grande affiche. Malheureusement, sur le terrain, on constate que Paris a du mal à dérouler. Ouais. Et c'est dommage pour les supporters de Paris parce qu'à chaque fois, c'est comme ça, c'est récurrent. Ouais. Et ça commence à devenir une marque de fabrique pour eux, bizarrement. Et on espère que Marquinhos on espère que la blessure n'est pas aussi grave. Et c'est l'un des points essentiels de cette équipe de Paris Saint-Germain, capable de jouer dans l'axe en défense, capable de jouer dans la récupération au milieu de terrain. C'est l'un des hommes forts de Thomas. S'il n'est pas en pleine forme avec Paris, ça va être la catastrophe. Mais bon, attendons la suite pour voir. Il s'est blessé à la suite d'un coup de coude involontaire d'Anthony Martial. Président, on va poursuivre. Alors, depuis que vous êtes président, quelles sont les actions que vous avez menées pour le bien-être des journalistes sportifs membres de votre association? Il faut dire que j'ai été élu en septembre 2019. La JSI est créée depuis 2007. J'ai été élu en septembre 2019, donc il fallait déjà chercher à recomposer l'équipe. Et donc, nous l'avons fait et nous avons également fait notre plan d'action que nous nous apprêtions à dérouler lorsque nous sommes retrouvés dans cette période de pandémie, de coronavirus, qui ne nous a pas permis vraiment de dérouler notre programme puisque le sport était, je dirais, en berne, les réunions et tout. Donc, il n'était pas possible pour nous de faire quoi que ce soit. Maintenant que les choses commencent à s'ouvrir, donc nous nous relançons avec la formation dont j'ai parlé tout à l'heure. Formation que Henri-Joël Bois a évoquée un peu plus tôt dans l'émission. Mais justement, les sportifs ont souffert pendant la période de la Covid. Évidemment, les journalistes, j'ai envie de savoir, vous et votre équipe, comment est-ce que vous avez vécu cette période-là? Comment vous l'avez comblée dans vos différentes rédactions? Comment est-ce que ça s'est passé? C'était difficile. Il fallait faire preuve
d'imagination, de créativité. C'est ça, il fallait faire preuve de créativité parce que c'était vraiment difficile. Il n'y avait rien sur le terrain. Absolument. Donc, il fallait faire appel à son expérience et tout ça pour pouvoir sortir des productions qui accrochent les lecteurs. Alors, Président, au programme votre programme, bien sûr, en dehors des formations qui ont déjà débuté avec le CNO et puis l'INJS pour vendredi, en dehors des formations, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est prévu, surtout pour le bien-être des journalistes ivoiriens? Bon, il faut dire que nous ne sommes pas un syndicat. Nous ne sommes pas un syndicat. Ce que nous faisons, c'est dans le cadre associatif. Et donc, ce sont des formations, c'est aussi des conférences, débats pour appeler les spécialistes à se prononcer sur certains sujets. C'est aussi la reconnaissance des meilleurs athlètes. Donc, nous avons dans notre programme des activités de ce genre que nous allons faire dans les mois à venir. Et donc, voilà, je disais que ce n'est pas un syndicat, mais on essaye, tant bien que mal, d'apporter ce qu'on peut à nos confrères qui, parfois, ont quelques soucis de santé et tout. Nous nous organisons comme nous pouvons pour pouvoir les soutenir. En tout cas, merci, Président, d'être là. Et c'est sur ces mots qu'on va passer à l'actu. Éric Bertrand Bailly et Jean-Michel Seri sont deux cadres de la sélection nationale ivoirienne. Mais depuis le début de la saison, ils sont absents des feuilles de match de Manchester United et Fulham, leurs équipes respectives. Alors aujourd'hui, quel commentaire faites-vous, messieurs, sur ce plateau de la situation d'Éric Bertrand Bailly et Jean-Michel Seri dans leurs clubs respectifs? Alors, ce n'est pas la même situation pour les deux joueurs. Bailly est éloigné de Manchester United, surtout de l'équipe qui joue parce qu'il est beaucoup blessé. Il se blesse, il revient de blessure. Il retombe toujours dans les mêmes choses. Et puis, Jean-Michel Seri, lui, il est revenu de près de Galatasaray. Ensuite, il a été écarté de l'équipe professionnelle. Il a été mis avec les plus jeunes. Donc, ce n'est pas la même situation pour les deux joueurs. Donc, je dirais que celui qui est, je dirais, en difficulté dans son équipe, c'est plus Jean-Michel Seri. C'est vrai, Bailly est en difficulté à cause des blessures, mais lui, il n'est pas blessé, mais bon, il est tout simplement écarté, il ne rentre pas dans les plans de l'entraîneur. Donc, je dirais, c'est un peu plus difficile pour Seri que pour Éric Bailly, parce que si Éric Bailly plutôt retrouve, je dirais, une bonne santé physique, forcément, il serait dans l'équipe de Manchester United. Président, Éric Bertrand Bailly, blessé de façon récurrente. De l'autre côté, Jean-Michel Seri, qui est parti du côté de Galatasaray, ça ne marche pas. Un commentaire? Oui, il a dit que ce n'est pas les mêmes situations. Pour embrayer sur le cas de Jean-Michel Seri, ce qu'il vit à Fulham est vraiment difficile. Parce que là, il est confronté à une situation où les prétentions financières de son club sont tellement élevé qu'il se retrouve dans une prison, je dirais, parce que ce n'est pas les propositions qui ont manqué, mais les dirigeants de Fulham veulent plus. Et donc, on bloque le joueur, il ne joue pas, il est à côté, c'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre. Il faut pouvoir le libérer. Galatasaray a fait une offre. Jusque-là, ils n'ont pas encore réagi par rapport à cette offre-là. Et c'est difficile pour le joueur, il faut trouver une solution, voilà, soit lui permettre de partir ou de... En tout cas, Fulham a annoncé qu'au prochain mercato, s'il y a une bonne offre, Jean-Michel Seri sera vendu. Non, je pense que Fulham a voulu punir le garçon pour diverses raisons. Déjà, quand il a quitté l'OGC Nice pour arriver à Fulham, il avait rapidement vu que son contrat avait été biaisé. C'est-à-dire que le montant de son transfert, puisqu'il avait droit à un intéressement lié à la valeur de son coût de transfert. Et apparemment, l'OGC Nice et Fulham se sont entendus dans l'acquisition de deux athlètes et ils ont inversé les montants pour ne pas que le garçon puisse toucher cette prime à l'intéressement. Et cela a été porté en justice. Vous savez que dans le monde du football, ils n'aiment pas trop ce genre de, disons tout simplement, d'action. De mauvaise publicité. Voilà, d'action. Ensuite, le garçon, il est à Fulham.
Il fait une saison, je dirais, moyenne. Et le club doit descendre en Championship, la deuxième division anglaise. Il décide, lui, de ne pas y aller. Il ne veut pas jouer en Championship et il veut conserver ses chances de toujours être appelé en sélection nationale de Côte d'Ivoire. Donc c'est l'exil du côté de la Turquie et de Galatasaray. Le club n'apprécie pas cela. Le club revient tout simplement au niveau de la première division anglaise. Jean-Michel Seri, qui n'a pas voulu faire de concession pour baisser son salaire, le club décide de bloquer son transfert définitif du côté de Galatasaray. Il revient et on le met au placard pendant 6 mois. Mais qu'est-ce qui se passe pendant cette période? C'est que le club également est en difficulté. Donc il faut que rapidement il puisse trouver une solution à ce problème parce que le garçon peut, à la longue, saisir également les instances fédérales anglaises pour se plaindre de sa position parce qu'il a signé un contrat professionnel pour évoluer avec l'équipe première. Donc il y a un imbroglio qui se passe du côté de cette formation de Fulham qui, pour l'instant, n'arrange pas le garçon dans sa progression, parce qu'il faut le dire, et dans tout simplement la pratique de son métier, qui est le football, bien évidemment. Henri-Joël Bois, vous avez finalement raison quand on rate des occasions nettes. On se fait punir. Voilà, 2 grosses occasions que United rate avec Martial et Cavani. Et puis derrière, c'est lui qui peut-être, avec peut-être une blessure à la sortie, réussit à inscrire ce but-là qui, pour l'instant, permet à Paris d'être toujours en vie dans cette poule. Donc voilà, c'est comme cela au football, hein, ça ne ment pas tant. Quand vous dominez, que vous n'arrivez pas à marquer derrière, vous vous faites punir. Alors, Roger, Stéphane, Jean-Michel Seri, a-t-il pris la bonne décision de revenir à Fulham? Bon, la vraie question est là, mais il appartient toujours à Fulham quand même. Je crois qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2022, donc il appartient à Fulham. Il avait été prêté à Gala avec une option d'achat. Il avait fait une bonne moitié de saison du côté de Gala. Je pense qu'il a joué 37 matchs avec quelques buts. Il avait été très bon. Je me rappelle que Fatim Thierry, l'entraîneur de Galatasaray, voulait le garder. Il avait même demandé aux dirigeants de tout faire pour le garder. Et puis derrière, il y a une offre, mais qui n'a pas été bien appréciée par les dirigeants de Fulham, qui en voulaient un peu plus, qui n'ont pas donné de réponse aux dirigeants turcs. Donc finalement, ça traînait. Et puis d'un autre côté, c'est que Fulham était en Championship, au côté de la deuxième division. L'équipe remontait. L'équipe voulait avoir un peu tous ses meilleurs joueurs. Et Seri Jean-Michel faisait partie un peu des plans de l'équipe pour se maintenir au niveau de la première ligue anglaise, jouer les premiers rôles ou se maintenir. Donc ils avaient besoin de garçons. Mais finalement, on se rend compte que bon, ce n'est pas vraiment le bon choix. Je crois à l'époque, ils avaient fait une offre de 10 millions d'euros, environ 6 milliards de francs CFA, qui n'avait pas été bien appréciée. Mais finalement, on se rend compte que ce n'est pas le bon choix. Parce que son dossier avec Fulham, comme l'esprit JP, est bien plus compliqué. Ce n'est pas seulement football sur le terrain, mais c'est une affaire de contrat, de négociation, de prêts manqués, de transferts mal négociés. C'est une affaire, je dis, c'est devenu un conflit d'intérêts maintenant entre le joueur et le club. Et ça, c'est très, très mauvais pour notre Seri Jean-Michel, qui, dès le départ, était un peu, je dis, un peu en difficulté avec Fulham pour avoir été prêté. Il avait pris une belle revanche en étant très bon avec l'équipe de Galatasaray qui le voulait. Malheureusement, les négociations depuis à Fulham ne se passent pas très bien. Et ça nous fait un peu mal parce que Seri Jean-Michel, il n'y a pas longtemps, il était un cadre de la sélection des éléphants de Côte d'Ivoire, tout comme Éric Bertrand Bailly. Mais là, il est en train de disparaître complètement des tablettes de Fulham. Il a disparu. Et il est en train de disparaître complètement des tablettes des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est un peu dommage pour lui. Lui qui avait été un garçon si brillant ici à l'Africa, ici à la SEC, qui avait fait une saison, mais oh là là, extraordinaire du côté de Nice, mais qui est vraiment en difficulté pour une affaire de négociation de contrat vraiment mal gérée avec l'équipe de Fulham. Et là, ça confirme que le football, ce n'est pas que sur le terrain. C'est une mafia. Alors, je dirais que l'erreur même, ça a été de quitter Nice pour Fulham. Parce que déjà, le jeu de Seri Jean-Michel ne correspond pas à la Première Ligue. C'est un joueur qui est fin techniquement, qui joue avec les petites passes. Et à Fulham, c'est surtout dans le championnat d'Angleterre, peu de joueurs quand même arrivent à s'imposer, quitte un championnat comme peut-être la France et arrive à s'imposer du côté de la Première Ligue. Et puis surtout, lui qui est en milieu de terrain, un petit gabarit, dans ce championnat un peu physique, là, ça allait être... Mais après, Henri-Jo... savait que ça allait être difficile pour lui. Oui. Maintenant, il arrive, voilà... Est-ce que c'est pas aux joueurs de s'adapter? Parce qu'aujourd'hui, le football évolue. Non, mais oui, le football évolue plutôt, mais bon, il y a des joueurs quand même qui font souvent... Ils se connaissent, ils connaissent un peu leur profil, ils connaissent un peu le niveau. Je ne dirais pas qu'il n'a pas le niveau de la Première Ligue, mais je dirais que plus dans le style, il n'est pas fait pour la Première Ligue. On l'aurait vu peut-être dans une équipe, dans un championnat comme le championnat d'Espagne ou peut-être un degré moins, le championnat d'Allemagne.
ça aurait été intéressant à mon avis. Mais partir en Première Ligue, c'est là que les choses se sont compliquées. Et puis quand vous arrivez dans une équipe qui se bat pour se maintenir, comme Fulham qui finalement est descendu et que derrière, il y a pas mal de soucis qui entourent non seulement le contrat du joueur et tout ce qui va avec, ça devient encore plus compliqué. Et on le constate aujourd'hui. Voilà, mais c'est pas comme c'est un mauvais joueur aujourd'hui. Tu prends Serigne Michael, tu l'envoies dans un championnat comme peut-être l'Espagne, dans une équipe de milieu de tableau, le joueur va s'éclater. Non, mais sur ça quand même, c'est vrai que les profils des joueurs conviennent certainement à certaines compétitions, c'est vrai. Avec la technique qu'il a, c'est un garçon plus à l'aise en France, il a montré à Nice et en Espagne effectivement, parce qu'il est très technique. Le football anglais est très physique, c'est difficile. Mais en même temps, c'est au garçon de s'adapter, de s'appliquer pour pouvoir faire face aux exigences de son championnat. Quand Zinedine Zidane arrive à la Juventus, on disait qu'il a fait une première saison très mauvaise. On disait qu'il n'était pas fait pour le calcio italien. Mais après, Zidane a travaillé. Il a commencé à dominer. Il s'est imposé à la Juventus de Turin. Il est devenu un grand patron, le meilleur du jeu qu'on connaît. Après, il a enchaîné du côté du Real de Madrid. Donc, c'est au garçon de faire un travail sur lui-même pour s'adapter. C'est un peu comme la situation de Nicolas Pepe aujourd'hui. C'est de travailler l'aspect qui vous manque, le côté athlétique, le côté physique, pour vous imposer dans ce championnat. Et d'ailleurs, votre technique peut vous permettre de surpasser votre handicap, je veux dire, athlétique par rapport à votre technique. Donc, c'est à lui de faire ça. Bon, il n'y arrive pas sur Serigne Michael. D'ailleurs, avec les éléphants de Côte d'Ivoire, il n'est pas très brillant avec les éléphants. Pourtant, quand Yaya part, nous tous, on pense que Serigne Michael va prendre le relais. Il va être le patron, le meilleur de jeu de cette équipe des éléphants. Il ne l'a pas fait, il ne l'a pas réussi. C'est peut-être ça qu'il vient également du côté de Fulham, du côté de l'Angleterre. C'est un peu dommage parce que c'est un garçon qui a de la qualité, qui, à mon avis, s'il avait levé un peu son niveau de jeu, il aurait pu peut-être réussir à s'imposer du côté de l'Angleterre. Président. Je pense que quelqu'un a dit ici tout à l'heure qu'il y a une punition. Et puis Stéphane a parlé de contrat. Et tout ça fait que nos joueurs ont besoin de véritablement apprendre ce qui se passe dans le milieu professionnel. Voilà. Et le joueur Serigne Michael doit s'adapter au championnat dans lequel il joue. Absolument. Absolument. On se rappelle sinon, quand on prend l'exemple, si on prend... Salomon Kalou. Voilà, si on prend... Si c'est le physique, Messi, il ne joue pas au Barça. Voilà, il ne joue pas au Barça. Voilà, donc il faut... On a vu aussi le cas de Benzema au Real. Avec Karim. Voilà, au départ, c'était dur. Il a réussi à s'adapter. Donc il faut que nos gars, ils apprennent à se surpasser, à lire le championnat et à faire ce qu'ils doivent faire pour corriger leurs faiblesses et puis donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Jean-Philippe, aujourd'hui, on annonce un retour d'Éric Bertrand Bailly à Villarreal. Cette info vous semble crédible? C'est une possibilité. C'est un club au sein duquel il a véritablement démontré toute l'étendue de son talent. Et c'est de Villarreal qu'il a rejoint Manchester United sous José Mourinho. Aujourd'hui, il a été dithyrambique envers le technicien portugais. Voilà, dont il a dit qu'ils sont restés en contact et que même le départ de Mourinho pour Tottenham n'avait pas rompu ces contacts-là. Il s'appelait très souvent, Mourinho prend souvent de ses nouvelles, il discute énormément football. Et on sait que le garçon aujourd'hui, il ne fait pas partie des hommes de base de Ole Gunnar Solskjaer, voilà, qui lui préfère Lindelof ou même Maguire. Voilà, Maguire. Il faut un peu la loi là-bas. Et donc, il alterne le bon et le moins bon. Quand il est présent sur le terrain, c'est le magnifique Eric Bailly. Pour combien de temps? C'est le gros point d'interrogation, parce qu'il est plus souvent à l'infirmerie que sur l'aire de jeu. Et malheureusement, cela a impacté tout simplement sa présence au niveau de l'équipe de Red Devils. Quand vous rejoignez une équipe comme Manchester United, ce qu'on attend de vous, ce n'est pas seulement d'être performant, mais c'est d'être performant dans la continuité. Voilà. Quand vous n'arrivez pas à joindre la continuité à la performance, ben, ce genre d'écurie-là commence à vous chercher des remplaçants. Villarreal, c'est une ouverture, mais je pense que si Manchester United décide de mettre Eric Bailly officiellement sur la liste des transferts, ce ne sont pas les offres qui vont manquer. Alors moi, je pense que... bon, je ne suis pas beaucoup d'accord avec ce qu'il a dit, parce que à chaque fois qu'on a vu un Eric Bailly, je dirais, pas blessé dans l'équipe de Manchester United, il a pris le devant face à Victor Lindelof. Il a joué dans l'axe avec Harry Maguire et on a vu ce que ça a donné.
la galère d'Eric Bailly se situe au niveau des blessures. Et comme il a dit aussi, là où je suis d'accord, c'est que dans une équipe comme Manchester United, si vous êtes tout le temps blessé, forcément que vous allez perdre votre place de titulaire. Sinon, aujourd'hui, dans l'axe de Manchester United, on a besoin de joueurs qui va rassurer. Pour l'instant, Lindelof, jusqu'à présent, c'est vrai, il joue, mais il joue pourquoi? Parce que derrière, il n'y a personne. Jones, il fait plus le poids. Chris Smalling, il a été finalement transféré du côté de l'AS Rome. Touanzebe, qui a joué dans le match aller face à l'équipe du Paris Saint-Germain, est très bon, mais inexpérimenté. Et puis, Roro, qui lui aussi, sur qui l'entraîneur ne compte plus. Donc aujourd'hui, les 3 centraux, je dirais, de Manchester United, c'est Harry Maguire, c'est Victor Lindelof et puis c'est Eric Bailly. Pourquoi Eric Bailly n'est pas là? C'est parce qu'il est blessé. S'il est là, vous allez voir qu'il prendra la place de peut-être Lindelof ou peut-être de Maguire. Donc maintenant, pour que Eric Bailly puisse quitter Manchester United, c'est que derrière Manchester United a déjà recruté un défenseur, un grand défenseur. Parce qu'ils ont tenté le Sénégalais Koulibaly, ça n'a pas fonctionné. Ils ont tenté pas mal de défenseurs du côté de l'Italie, notamment à l'Inter de Milan. Skriniar, ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, si on voit l'arrivée d'un défenseur central de haut niveau du côté de Manchester United, on peut parler de transfert d'Eric Bailly. Mais pour l'instant, je ne crois pas. Mais derrière, est-ce qu'il peut... Roger Stéphane, derrière, selon des médias anglais, Manchester United souhaite prendre Torres du côté de Villarreal et puis enfin en faire la transaction de cette façon-là. Bon, voilà. C'est possible. Hein. Pour l'instant, ce n'est que des spéculations, on verra bien. Mais je dis, est-ce qu'en l'état actuel de Bailly, il peut tenir la concurrence? Parce que j'ai vu les chiffres là. Maguire, il a disputé 13 matchs, Lindelof 12 matchs et Van Bissaka sur son côté 13 matchs. Je dis, ils sont plus en rythme et plus en compétition. C'est vrai que Bailly est un formidable défenseur. Sur ses 4 saisons à United, sur les premières saisons, il a été magnifique sous Mourinho. Mais après, les blessures ont diminué. Là, il a joué quoi? 4 matchs, 270 minutes pour son retour. Et il était absent avec les éléphants depuis le mois de mars 2019. Quand on l'a revu sur les 2 matchs amicaux face à la Belgique et au Japon, on était très content. Mais là encore, il est en difficulté. Est-ce que quitter United ne serait pas peut-être une solution pour lui? Parce qu'il connaît bien quand même le championnat d'Espagne. Et justement, j'allais demander, est-ce que ce sera un bon choix pour lui de partir? Parce qu'il y a évolué en 2013 et 2016, notamment à Espanyol et à Villarreal. C'est à Villarreal qu'il a explosé. Et ça, je me rappelle d'ailleurs qu'ils ont perdu une finale de la Ligue Europa face à l'équipe de Liverpool. Il avait été magnifique. C'est comme ça qu'il va à United. Est-ce qu'il peut aller rebondir à Villarreal? Oui. Est-ce que tous les pépins physiques qu'il a depuis peuvent lui permettre aujourd'hui d'être au top pour rivaliser avec le Maguire dans cette défense de United? Je ne sais pas trop, mais je pense que s'il a vraiment envie de partir, je serais heureux qu'il parte du côté de Villarreal. Il pourrait peut-être rebondir avec Unai Emery dans un championnat qui est moins physique, dans un championnat où il y a moins de chocs, où il y a moins de bagarres, compte tenu du fait qu'il est très, très diminuant sûrement avec ses différentes blessures. Président, est-ce que ça sera un bon choix pour Eric Bertrand Bailly que de partir de Manchester United pour Villarreal? Je pense qu'il faut lui permettre d'aller, de prendre un peu d'air. Voilà, et de force. Voilà, et de force. Il connaît l'Espagne, il y a joué, et je pense que ça sera une bonne chose pour lui. Seulement, là où j'ai quelques réticences, c'est le physique. Parce que c'est ce qui a toujours plombé l'évolution du joueur. Sinon, Eric, s'il est en forme, à Manchester, il n'y a pas de problème. Il a toujours été titulaire quand il a été en forme. Donc, voilà ce que je peux dire. Il peut aller en Espagne, mais si physiquement il ne répond pas, on va se retrouver toujours. Il y aura toujours ce problème-là. Voilà. On n'évoque pas ici, on n'évoque pas le rendement sportif d'Eric Bailly. C'est plus le côté physique qui met le joueur en difficulté du côté de Manchester United. Même s'il part de Manchester United, qu'il est toujours blessé, il ne jouera pas. Donc, bon, je vais dire, s'il revient de blessure et qu'il n'est pas performant, ok, là nous sommes d'accord pour peut-être un transfert. Mais quand il revient de blessure, c'est un joueur performant, c'est un joueur qui a sa place au centre de la défense de Manchester United. Donc pour moi, je ne pense pas qu'un départ forcément soit la solution pour Eric Bailly. Il reste à Manchester United. Voilà, il retrouve une bonne santé et puis derrière, il arrive à s'imposer parce qu'à chaque fois qu'il a réussi, qu'il est revenu de blessure, il a prouvé et les supporters de Manchester United le veulent. Récemment, ils lui ont fait, je dirais, une sorte
de cours pour qu'il reste toujours dans l'équipe. Donc, c'est pas forcément le résultat sportif des Bailly qui est mauvais, mais ce sont les pépins physiques qui le fatiguent. Mais après, vous avez évoqué aussi que le championnat anglais est très physique et par rapport au championnat d'Espagne. Est-ce que ce ne serait pas une solution que de partir dans ce championnat-là qui n'est pas aussi physique que vous l'avez dit? Quand il est arrivé, quand même, au début, quand il est arrivé, il n'avait pas le physique pour le championnat. Il était un tout petit peu frêle, mais bon, aujourd'hui, il a du corps physiquement, il est imposant, athlétiquement, il est là. Donc voilà, il s'est adapté, comme vous l'avez dit, par rapport à un joueur comme Thierry Jean-Michel. Il s'est adapté, dans les contacts, il est toujours présent. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait comme travail, il a pris qui lui convient. Il a pris des galons. Le petit problème, ce sont les blessures. Ouais. Moi, je dirais tout simplement qu'il y a une universalité aujourd'hui au niveau de la pratique du football. Le football n'est plus régi par les anciennes règles qui voulaient que le football allemand était très rude. Le football anglais, c'était le boring football où on prend le ballon de derrière, une longue balle dans le cas adverse et on se débrouille pour marquer un but. Et en Espagne, c'était foncièrement le tiki-taka. Aujourd'hui, vous avez des garçons d'un certain gabarit comme David Silva qui a joué du côté de Manchester City et qui a réussi à s'exprimer. Vous voyez des joueurs espagnols aujourd'hui venir être de véritables superstars du côté de l'Angleterre. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, le débat sur la capacité d'un joueur à s'adapter à un championnat ne colle pas avec la réalité des faits. Eric Bailly est arrivé en Angleterre. Il n'a pas eu besoin de temps d'adaptation long, comme l'a si bien dit Roger Stéphane. Dès sa première saison, dans les 5 premiers matchs, il a montré qu'il était déjà le patron de cette défense du côté de Manchester United. Ce qui n'a pas tout simplement suivi la lancée du garçon, c'est sa fragilité d'un point de vue physique. Et ça arrive. Voilà, ça arrive, il y a des joueurs comme ça qui ont le talent mais qui sont hyper fragiles. On a eu le cas de notre ami Abou Diaby qui n'a pas pu faire une grande saison à Arsenal parce qu'il avait ce problème avec ses nombreux pépins physiques. Et il y a beaucoup de joueurs comme ça qui sont pétris de talent mais qui physiquement n'arrivaient pas à tenir la cadence. Donc moi, n'oublie pas Hazard en ce moment. Voilà, je ne pense pas que ce soit forcément lié au contact qui sont beaucoup plus violents, qui seraient plutôt beaucoup plus violents en Angleterre qu'en Espagne. Non, il doit y avoir un autre souci du côté du garçon. Je pense qu'il faut tout simplement espérer qu'il ne puisse pas retomber dans ses nombreuses blessures, peu importe l'endroit où il va se retrouver. Et comme l'a dit si bien dit Henri Jo, quand on regarde la défense de Manchester aujourd'hui, si Manchester décide de se séparer d'Eric Bailly, ce ne serait pas pour tout simplement un problème de talent, mais c'est tout simplement pour un problème de manque de régularité. Et s'ils ont prévu un plan B, ce genre de club, ils ne font jamais rien au hasard. S'ils ont décidé même de faire fuiter cette information ou s'ils décident de le vendre, c'est qu'ils ont un plan B pour recruter quelqu'un qui pourrait aisément remplacer Eric Bailly. Gary Neville, ancien joueur, a jugé que les blessures d'Eric Bertrand Bailly étaient dues à son mauvais placement. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, il est très souvent en retard sur les tacles, Henri Jo. Ancien joueur, aujourd'hui consultant. Oui, bon, c'est son avis. C'est son avis. On ne va pas lui interdire de donner son avis sur la prestation d'Eric Bailly. Mais moi, je pense que plutôt Eric Bailly, quand il a été présent dans l'équipe de Manchester United, il a apporté, je dirais, de la sérénité. C'est vrai, les blessures, on ne les provoque pas, on ne cherche pas à se blesser, mais il a apporté plus de la sérénité. On va prendre quand même un exemple à côté de Manchester United, l'équipe de Liverpool, dont on disait une équipe fébrile en défense, mais depuis l'arrivée de Van Dijk, quand même, c'est vrai, c'est les mêmes défenseurs qui sont restés autour de lui, mais on a vu une solidité. C'est ce qu'on demande aujourd'hui à Manchester United. Et Eric Bailly, moi, à chaque fois qu'il a été, je dirais, dans cette équipe de United, a apporté cette sérénité-là. Maintenant, son mauvais placement, bon, c'est son avis, mais moi, je ne pense pas que ça soit forcément son mauvais placement. Derrière, il y a des joueurs qui, comme ceux-là, sont fragiles, qui, à chaque contact, se blessent. Donc, ça à mon sens, ça n'a rien à voir avec le mauvais placement du joueur. Ok. Aujourd'hui, quand vous regardez les éléphants et leurs dernières prestations, avez-vous le sentiment que ces deux joueurs manquent à l'équipe, président? Oui, je peux dire que ces deux joueurs manquent à l'équipe parce que on a vu certaines actions au cours des 4 derniers matchs que les éléphants ont joués, c'est-à-dire contre la Belgique, le Japon et puis la double confrontation face à Madagascar. Donc, on s'est dit que ces joueurs-là auraient pu apporter un plus à cette équipe des éléphants. Mais malheureusement, les pépins physiques d'Eric et l'autre, Série qui est en manque de compétition, ne pouvait pas venir. L'entraîneur ne pouvait pas faire autrement. Donc, il a essayé
concocter un menu intéressant, mais je pense que ces joueurs-là pouvaient apporter quelque chose s'ils étaient là. Ah oui, Joe. Je dirais le Cérizan Miquel de Nice, quand même, peut-être peut apporter grande chose à cette équipe des éléphants. Et puis Eric Bailly, je le disais une fois lors d'une émission passée que j'ai bien envie de voir un duo dans notre défense, Eric Bailly, Willy Boli. Je vais voir un peu ce que ça va apporter parce que c'est en tout cas deux défenseurs je dirais dans certains niveaux, un niveau un peu élevé quand même avec l'expérience de la Premier League. J'ai bien envie de voir ce que ça va apporter. C'est vrai, Willy Boli, quand il est arrivé avec, je dirais, son expérience, a apporté quelque chose de nouveau, notamment avec sa titularisation avec Deli Simon. Ça a apporté plus ou moins quelque chose de bien. Et puis, le match retour face à Madagascar avec Sinali Diomandé, ça a été plus intéressant. Mais derrière, c'est vrai, on ne va pas se limiter à ces deux matchs-là pour dire, ben voilà, on a trouvé, je dirais, une défense très solide des éléphants. On va attendre de voir face à de véritables oppositions. Quand je parle de véritables oppositions, soit une phase finale de Cannes, soit dans les éliminatoires d'un mondial ou même peut-être à la Coupe du Monde, voir un peu ce que ça va donner. Mais forcément, un joueur comme Eric Bailly a toujours sa place au sein des éléphants. Le Paris Saint-Germain l'emporte certes, mais ce maillot, bien sûr, si on a... Voilà, Koné Ismaël, on me fait dire, Koné Ismaël est le gagnant de ce soir. Oui, je lâche direct, bien sûr, sans hésiter. Koné Ismaël, invité demain à venir récupérer son lot. Voilà, maillot officiel de Manchester United. C'est l'heure de la pub, on se retrouve juste après.